Et voilà, nous revoilà pour les métiers de la santé jusqu'à 21h30. Restez connectés, posez vos questions dans le chat. Je vais accueillir nos invités. Bonjour Martin, bonjour Tanguy, bonjour Walid. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Salut. Bonsoir, j'entends très bien. Nickel. Bon, j'espère que vous avez vu la vidéo. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises pour comment devenir médecin généraliste, mais on va parler juste après, de toute façon. Alors, ma première question, c'est est-ce que déjà on peut faire un petit tour de chacun sur vos parcours depuis le bac? Par exemple, toi, Martin, qu'est-ce que tu as fait comme bac? Tu as fait le bac, l'ancien bac ou le nouveau bac déjà? Alors moi, du coup, là, je suis en deuxième année de médecine, donc j'ai fait le nouveau bac avec la réforme des spécialités. J'avais choisi en première la SVT, la physique-chimie et les maths. Et j'avais lâché les maths en terminale, mais j'avais quand même gardé un peu l'option maths complémentaires, comme ça me faisait un petit bagage en maths pour le début des études. Et j'avais donc gardé la physique-chimie et la SVT en terminale. Et après, j'avais fait une passe donc l'année dernière à l'université de Paris-Cité, donc c'est la fusion entre Descartes et Diderot, anciennement. Avec une mineure métier du soin et du social, mais ça peut-être qu'on en reparlera après, tout ce qui est mineur, etc. Et voilà. Nickel, merci beaucoup pour ton parcours et pour l'explication de ton parcours. Walid ou Tanguy, qui veut prendre la parole pour expliquer son parcours depuis le bac? Vas-y, je t'en Vas-y, prie. je te laisse Tanguy. Je te laisse Tanguy, vas-y. Ok. Trop de politesse. Du coup, moi, c'est Tanguy Leroux. Moi, je suis pharmacien biologiste diplômé là depuis 2 ans. Donc, j'ai fait un parcours assez classique, entre guillemets, où j'ai fait un bac scientifique avec une option physique-chimie à l'époque. Et j'ai fait une PACES, donc la première année commune aux études de santé à l'époque, donc qui a été remplacée par la PAS et la LAS. Et j'ai fait des études ensuite de pharmacie et je me suis spécialisé du coup en biologie médicale en passant le concours de l'internat de pharmacie en 5e année de pharma. Donc au total, c'est bac plus 9. J'ai fait 5 ans de pharma et j'ai ensuite fait 4 ans d'internat pour me former à la biologie médicale pour pouvoir travailler en laboratoire d'analyse. Parce que, enfin, un petit mot rapide sur le métier de pharmacien biologiste. Donc, c'est une spécialité qui permet de travailler en laboratoire d'analyse. Donc, lorsque vous allez faire une prise de sang au laboratoire, donc ces prises de sang, elles servent à diagnostiquer, à faire des dépistages dans le cadre de recherche de maladies que les médecins justement vont prescrire sur ordonnance. Donc nous, on va s'occuper de toute la partie analyse en laboratoire. On va faire différents examens de biologie pour aider les médecins à faire des diagnostics. Et justement, en parlant de médecin, Walid, vous êtes médecin, c'est bien ça? Voilà, je suis médecin généraliste. Du coup, que dire, le parcours au lycée, j'ai fait un bac S. À l'époque, c'était avec des spécialités. J'avais pris spé maths. Bon, ça n'a pas tellement d'importance pour la suite. Ensuite, je suis passé par la PACES, qui n'existe plus vraiment. Ça a un petit peu changé maintenant, même, on peut dire ça a beaucoup changé, mais en tout cas, avant, c'était PACES. Du coup, le concours de première année à l'époque, on pouvait le redoubler si on le ratait. C'est ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Je l'ai eu la deuxième fois et après, finalement, ça s'est enchaîné jusqu'à la 6e année. 6e année durant laquelle on avait un concours, un deuxième concours, cette fois qui était classant, mais sur le plan national. C'est plus à l'échelle de la fac, là, c'est vraiment toute fac confondue. Vous passez un concours avec toutes les 6e années différentes. Et ensuite, en fonction du classement, à l'échelle nationale, vous choisissez dans l'ordre ce que vous voulez faire et où vous voulez le faire. Bon, moi, je voulais tout simplement rester où j'étais et faire médecin généraliste, donc c'est ce que j'ai pris. Et après, j'ai enchaîné avec l'internat de médecine générale, qui est un internat à part, avec des stages à part, avec une durée bien déterminée, que j'ai fait du coup dans la région de Lille où je venais. Et une fois terminé, c'est tout, hein. Je suis devenu médecin et j'ai bougé un petit peu et depuis j'exerce en tant que médecin généraliste. Et je voulais aussi rappeler, Walid et Tanguy, vous avez des chaînes YouTube, donc vous êtes aussi youtubeur santé à côté. Et je dois vous dire que voilà, Ah, j'adore vos contenus. Donc je préfère vous le dire, mais on va en parler juste après aussi, parce que c'est ok, aussi intéressant, super. toute cette démarche de pédagogie et de vulgarisation. Je trouve ça hyper important et on n'en parle pas assez, donc merci à vous, mais on en parlera juste après. J'avais une première question pour toi, Martin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien quand on est en études de médecine et en fac de médecine? Alors, à la fac, il y a des cours qui sont faits par des profs, donc qui sont souvent médecins à l'hôpital, et souvent d'ailleurs dans la spécialité du cours qui est étudié. Donc c'est un mix entre des cours à la fac et des TD aussi qui sont avec les mêmes profs. On a aussi des stages à l'hôpital, une demi-journée par semaine,
Donc, c'est des stages de sémiologie où, en gros, on apprend à sculpter un patient, à mener un interrogatoire, à avoir un contact aussi avec les patients pour la première fois en tant qu'étudiant en médecine. Et donc, on est voilà, dans différents services avec différents modules. Donc, par exemple, la pédiatrie, la cardiologie, la pneumologie. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, c'est aussi un travail personnel où on retravaille nos cours de la fac de notre côté, donc soit en bibliothèque, soit chez soi avec ses potes. Donc, voilà, c'est un mix entre aller à la fac, aller à l'hôpital et travailler tout ça chez soi aussi. Donc, c'est ma prochaine question va trouver trois et te rejoint Martin. Mais on est d'accord qu'en études de médecine, il y a quand même une grande place au monde de l'entreprise. En tout cas, on va faire de la pratique. On va dans les hôpitaux. C'est comme ça que ça se passe. C'est à moi de répondre? Comme vous voulez. Du coup, oui, c'est-à-dire qu'à partir, en tout cas, ça a peut-être un petit peu changé, mais en tout cas, à mon époque, à partir de la quatrième année, on était moitié-moitié, c'est-à-dire moitié du temps à l'hôpital et moitié du temps à la fac. À partir de l'internat, c'est tout le temps à l'hôpital. Et dans la période qui précédait la quatrième année, là, ça dépend un petit peu des facs. Dans la mienne, à partir déjà de la deuxième année, on avait des petits stages, mais qui étaient assez ponctuels, c'est-à-dire de temps en temps dans l'année, deuxième et troisième année, on pouvait aller à l'hôpital, mais c'était vraiment à partir de la quatrième année où c'était moite-moite. Du Et coup, toi, je Tanguy, rebondis ouais. En pharmacie, c'est un peu différent. Donc, on a des stages en officine pour commencer. Donc, en officine, donc les pharmacies de ville dans lesquelles vous allez chercher vos médicaments. Donc ça, c'est pour la 2-3e année. Ces années-là, elles sont ponctuées de petits stages de 1 à 2 semaines en pharmacie. Et par la suite, en 4e année, commence le stage hospitalo-universitaire, l'externat de pharmacie, où là, on va être à l'hôpital, dans des services de soins, dans la pharmacie de l'hôpital, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une pharmacie dans les centres hospitaliers. Ça, tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a aussi un établissement, enfin une pharmacie, une PUI, ce qu'on appelle une pharmacie à usage interne, qui va délivrer les médicaments, les produits de santé dans tout l'hôpital. Donc ce stage d'externat, voilà, il a lieu en 4e et en 5e année. Et ensuite, pour les étudiants qui souhaitent passer le concours de l'internat, qui souhaitent faire le cycle long des études de pharmacie, il va y avoir un internat qui va avoir lieu à l'hôpital. On va avoir différents terrains de stage. L'internat dure, du coup, comme je le disais, l'internat dure 4 ans, 8 semestres, qui vont se faire du coup à l'hôpital. Et juste petite précision, les études de pharmacie, on a soit un cycle court en 6 ans qui permet de faire soit de l'officine, donc travailler en pharmacie d'officine, ou bien travailler en pharmacie, en industrie pharmaceutique, pardon. Donc ça, c'est le cycle court en 6 ans. Ou bien on peut choisir de se spécialiser, de faire l'internat qui dure du coup 9 ans au total. Et donc là, c'est soit pour travailler en pharmacie à usage interne, en tant que pharmacien hospitalier, ou soit en tant que pharmacien biologiste en laboratoire. Justement, j'allais te poser la question, mais tu m'as piqué ma question. Ah, C'est pas grave. On a une petite question de Bertie dans le chat. Elle est en seconde et elle aimerait savoir quel est le mieux d'abandonner, peut-être toi, Martin, qui a fait le nouveau bac. Est-ce qu'il faut qu'elle abandonne physique, maths ou SVT en première pour être sûre d'être prise en médecine? En tout cas, elle va avoir le plus de chance. Moi, dans tous les cas, ce que je conseillerais, c'est surtout de garder les deux spécialités dans lesquelles elles se sentent le plus à l'aise. Parce qu'en soi, qu'elles soient mieux en physique ou en maths en termes de niveau ou en SVT, ça change pas grand-chose parce qu'en première année, il y a vraiment des matières qui sont très diversifiées. Donc, ça se rattrape pas, enfin, ça se rattrapera, pardon, en première année. Donc, oui, c'est surtout garder les deux matières dans lesquelles on est le meilleur, surtout. Comme ça, on a un bon dossier et on peut aller dans la fac qu'on souhaite. Oui, c'est surtout ça. Mais si tu prends par exemple physique, chimie et maths, c'est pas grave, hein. La SVT, tu pourras très bien la rattraper, soit pendant les vacances, soit pas la rattraper et tout apprendre en première année, il n'y a pas de souci. Et on a une question, j'enchaîne un peu avec les questions du chat. On a une question d'Emma. Quelles sont les meilleures universités de médecine? Est-ce qu'il y a vraiment des universités qui sont meilleures que d'autres? Je ne sais pas, Tanguy ou Walid, si vous voulez répondre, est-ce que vous savez s'il y en a meilleures que d'autres ou au final, on arrive tous au même poste? Je ne sais pas s'il y a de bonnes réponses parce que finalement, pour le savoir, il faudrait les avoir testés et c'est juste pas possible. Et je pense que chacun va vendre sa paroisse en disant que ici c'est mieux qu'ailleurs, mais finalement, à la fin, quand vous passez le SEN justement et que vous choisissez ce que vous voulez faire, après il y a un nouveau mélange qui se fait, c'est-à-dire chacun
choisi un petit peu où ils veulent aller. Il y en a beaucoup qui décident de rester où ils sont. Il y en a beaucoup qui changent de région. Et finalement, après, quand vous êtes interne et vous êtes dans les hôpitaux, vous êtes avec plein de gens qui viennent d'un peu partout. Mais il n'y a pas de différence notable, hein, c'est homogène, c'est-à-dire on ne se dit pas, lui, il vient de telle ville, ça se voit, c'est différent, c'est pas pareil. On reste en France, même si c'est des régions différentes, ça reste homogène, hein, l'enseignement. Ouais, je suis assez Donc, d'accord. Je pense que la formation, elle est assez équivalente selon les facs. Alors bon, il y a peut-être un petit côté prestigieux quand on sort, quand on est diplômé des hôpitaux de Paris ou de Lyon. C'est sûr qu'il y a un côté un petit peu prestigieux, mais bon, moi je dirais que de toute façon, face aux patients, enfin, à la réalité, au service de soins, bah, c'est plutôt l'expérience qui prime et puis le travail personnel aussi, surtout. Et à quel point on a été sérieux dans nos études, pour moi, c'est plutôt ça qui prime par rapport au côté prestigieux d'une université, quoi. Et justement, après la première année de médecine, je ne sais pas si Martin, tu peux répondre, mais après la première année de médecine, on peut décider de changer de fac de médecine totalement et aller dans une autre fac? Ou c'est quand même conseillé de rester dans sa fac? Alors, pour moi, en tout cas, quand on s'engage en première année dans une fac, on y reste pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et c'est justement ce que disait Walid tout à l'heure, c'est qu'après, il y a le concours de l'internat. Et ensuite, là, toutes les cartes sont remises en jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut retomber très bien sur une fac qui sera à Lyon, comme à Marseille, comme à Lille. Donc, oui, en tout cas, pour les 6 premières années, on reste dans la même fac, normalement. Et j'enchaîne et je continue avec les questions. Une question de Elisa qui nous demande: l'entrée en fac de médecine est-elle sur concours? Alors, l'entrée en première année, c'est pas le cas, je crois. Non, c'est via Parcoursup. En tout cas, pour les facs de France, hein. Pour la Belgique, ça c'est différent ou encore d'autres pays. Mais en tout cas, en France, oui, c'est par Parcoursup. Et après, le concours sera pendant la première année pour savoir si on est dans le numérus pour passer en deuxième année ensuite. Ok, nickel. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il y avait voilà, des questions sur ça. Et une question aussi qui revient. Alors, tu m'avais donné un petit document qui était super intéressant pour expliquer la différence entre la PASS et la LAS. Il y a plein d'étudiants qui nous demandent. Mais je vais ressortir ton document que tu nous avais envoyé. Hop. Comme ça, on va mieux comprendre. Parce que c'est vrai, c'est une question. Est-ce que tu te l'es posée, Martin, cette question Oui, est-ce que oui. je vais en PASS ou est-ce que je vais en LAS? Bah oui, complètement, parce que surtout que c'est une réforme qui reste plutôt récente et qui est très compliquée à comprendre. Enfin, il y a même des notions que moi je comprenais pas avant de rentrer en première année. Et oui, je me suis posé la question. Après, j'ai été bien conseillé par mes profs et mes conseillers d'orientation aussi dans mon lycée. Donc, c'était une question, oui, rapidement posée, mais je me suis vite dit qu'il fallait mieux que j'aille en passe. Enfin, pour mon profil en tout cas. Donc voilà. Parce qu'avant, Tanguy et Walid, vous, c'était directement une année, c'était la PACES, il n'y avait pas le choix. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est tout. Et du coup, quand vous rentriez en PACES, est-ce qu'il y avait une. Parce qu'on entend quand même souvent ça, est-ce qu'il y avait une compétition entre les élèves où il y avait quand même un monde étudiant, une vie étudiante assez agréable à vivre? Comment vous l'avez ressenti en tout cas, vous deux? Ah bah c'était chaud, hein. La PACES, non, La guerre. c'était la guerre, parce qu'en plus, ça dépend de la taille des facs. Moi, je viens de Lille. C'était je pense que c'était la plus grosse promotion de France, donc c'était à peu près 3000 inscrits en première année, donc c'est énorme, avec vraiment beaucoup d'amphis, avec ceux du matin, ceux de l'après-midi, donc il y a vraiment, c'est énorme en fait, le monde qui est présent dans les amphis. Vous savez qu'à la fin, il y en a vraiment très peu qui passent en deuxième année. C'est chacun fait sa vie, hein. C'est-à-dire après, si vous avez de la chance, vous arrivez à la fac avec des gens que vous connaissez, vous avez un petit groupe. Si vous en connaissez pas, en général, c'est pas l'année où vous faites vraiment des connaissances, sauf si, bah, comme moi, vous doublez. Bah, quand vous doublez, il y a naturellement des groupes qui se font entre doublants. Et c'est comme ça que je me suis fait des potes en première année. C'est-à-dire la première année, j'étais tout seul. La deuxième première année, j'étais avec mes groupes de potes redoublants et des potes qui sont restés potes pendant longtemps d'ailleurs. Mais quand vous débarquez, si vous connaissez personne, c'est pas l'année où vous faites des copains, quoi. Je pense que tu as dû mieux la vivre, ta deuxième année, du coup, Walid, vu que tu avais des copains, tu avais un groupe d'amis avec qui bosser. Ouais, carrément. Non, c'était marrant. Franchement, bon, il y avait le stress, hein, il y avait l'enjeu et tout ça, mais au moins, il y avait quand même cet esprit de je suis avec des potes, on rigole, le midi, tu manges pas tout seul, tu as des groupes pour travailler un petit peu, tu as enfin, des contacts, une vie étudiante, hein, même s'il y a l'enjeu, la pression. Par contre, c'est vrai que la première année, j'ai pas un hyper bon souvenir, hein, je vais pas mentir. Ouais, Et, du coup, et je voudrais justement, juste oui, rebondir par rapport à ce que tu as dit, Walid. C'est vrai que l'esprit de compétition, on le ressent forcément parce qu'effectivement, il y a un concours, il y a un nombre de places limité. Donc, c'est un peu la guerre, entre guillemets.
Mais c'est vrai qu'on peut le vivre d'une bonne manière quand même, si on a un groupe d'amis, si on a voilà, un petit noyau dur avec qui avancer et bosser ensemble. Moi, pour le coup, j'avais 2-3 potes avec qui j'allais tout le temps à la BU, avec qui on se refilait les cours, on se refilait des astuces, etc. Et personnellement, je ne l'ai pas mal vécu, ma PACES. Alors, c'était difficile, c'était beaucoup de temps d'implication personnelle, beaucoup de sacrifices, mais j'ai pas été traumatisé par ma PACES. Et aujourd'hui, j'en garde même des bons souvenirs. En fait, je garde que le côté positif de cette année. Moi, ça m'a permis de me dépasser, d'en connaître plus sur mes limites et sur ma capacité de travail. Donc voilà, je voudrais un peu nuancer le propos. Enfin, c'est vrai que c'est une année de concours, que ça peut paraître un peu vertigineux, mais elle peut malgré tout être bien vécue cette année. Et même, je te retourne la question, Martin, même pour toi, du coup, c'est quand même, même si c'est plus la PACES, mais ça reste quand même une année de concours. Est-ce que tu as déjà eu des élèves qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou on va pas jusqu'à là quand même? Ah non, enfin, moi j'ai jamais eu d'expérience négative avec d'autres élèves que je connaissais pas. Après, moi j'allais pas à la fac, je travaillais de chez moi essentiellement et dans une prépa. Mais oui, c'est connu pour avoir une ambiance assez compétitive, hein, ça c'est sûr. Parce que bah, il y a peu de place finalement pour beaucoup de candidats. Mais non, non, moi j'ai jamais eu d'expérience où on m'a mis des bâtons dans les roues. Et justement, on va enchaîner avec la différence entre la PAS et la LAS, un super document que tu m'as envoyé, Martin. Est-ce que tu peux nous le commenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc, imaginons que vous soyez en terminale au lycée, donc là on est sur la gauche du schéma, vous faites Parcoursup pendant votre terminale, tout se passe bien, vous avez vos vœux, et donc là vous décidez soit d'aller en PAS, soit d'aller en LAS. Donc la différence c'est que la PAS ça veut dire le parcours accès spécifique santé, et la LAS c'est une licence accès santé, donc toute la différence est là. C'est qu'en fait on va surtout se baser sur les couleurs du schéma. Donc en PAS on a une majeure santé, on va avoir des matières comme par exemple de l'anatomie, de l'histologie, donc c'est l'étude des tissus du corps, on a aussi par exemple de l'embryologie sur lesquels vous allez avoir un concours, même 2 concours pendant votre première année, donc sur lesquels vous allez être classé par rapport à vos concurrents, qui vous donneront donc un classement. Et à côté de ça, vous avez une mineure disciplinaire, donc c'est une matière qui a un lien ou non avec la santé. Ça peut être par exemple du droit, ça peut être de la psychologie, il y a même des mineurs STAPS qui va vous permettre en fait d'avoir une étude, enfin des études un peu de matière en lien ou non avec la médecine, donc pour avoir un espèce de rebondissement en cas de problème, on va dire. Et sur ces matières-là, vous n'avez pas du tout de classement, vous avez juste à valider, donc ça veut dire à avoir au-dessus de 10. Et donc imaginons que vous loupiez votre passe, vous allez ensuite passer en LAS 2, donc la passe on ne peut pas la redoubler, vous n'avez qu'une seule chance. Par contre, vous pouvez passer en LAS 2, et là, votre mineur devient votre majeur. Donc par exemple, imaginons que j'avais une passe avec une mineure droit, mon droit deviendra ma majeure et donc je passerai des concours sur le droit à ce moment-là. Et donc je serai classé sur cette matière-là. Et ma majeure en passe deviendra ma mineure en LAS. Donc ça veut dire que, par exemple, l'anatomie, l'histologie ou l'embryologie ne sera plus que des matières à valider où il faut avoir au-dessus de 10. Et il faut savoir aussi un deuxième point qui est important, c'est que la LAS, elle se fait sur 3 ans. Donc vous avez LAS première année, deuxième année et troisième année. Et si vous rentrez par exemple directement après le lycée en LAS, vous pouvez avoir 2 chances pour candidater au concours de médecine sur ces 3 ans-là. Donc voilà. Et souvent, on conseille plutôt les LAS pour les personnes qui sont un peu hésitantes entre médecine et une autre matière, comme par exemple le droit ou la psychologie. Comme ça, vous pouvez décider soit de poursuivre dans une voie ou l'autre et de tenter. Pire, si vous n'avez pas médecine, c'est pas grave, vous pourrez continuer ensuite dans la licence de droit, par exemple. Et PASS, c'est souvent conseillé pour des personnes qui sont très motivées à faire médecine et qui sont assez sûres dans leur choix. Et donc ça ressemble honnêtement, je pense, à la PACES. Il n'y a pas trop de changement là-dessus en termes de matière et de programme. Peut-être un petit peu, mais c'est un petit peu voilà, c'est un peu similaire à l'ancienne PACES, alors que la vraie nouveauté, c'est surtout la LAS. Nickel, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était hyper clair. Je pense que tout le monde a compris. Alors, on a plein de questions dans le chat, on va essayer de répondre à tout le monde. C'est une thématique qui plaît beaucoup, la santé. Alors, on a une première question de Verhand. On dit, quel parcours pourrait être préparateur en pharmacie? Peut-être que Tanguy, tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Alors, si je dis pas de bêtises, il faut passer par un BTS. Et il me semble que la formation dure 2 ans. Je vais googler ça rapidement. Mais ouais, c'est ça. Bac plus 2. Il parle d'un DOST préparateur. Mais oui, c'est une formation sur 2 ans, du coup. Ok. Et Donc, ça pas va besoin être... de faire études de médecine. Pardon? Pas besoin de faire des études de Non, médecine. non, non, pas besoin de passer par les études de médecine. Et donc, je sais que la formation, enfin, j'ai un grand frère qui est préparateur en pharmacie. Je sais que la formation, du coup, elle va être beaucoup plus restreinte sur les médicaments, sur le métier en pharmacie en lui-même, quoi. Ça va être
des applications assez concrètes. On va pas rentrer autant dans le détail qu'en études de pharmacie. On va pas faire autant de chimie, autant de botanique, autant de toutes ces disciplines de physiopathologie qu'en pharmacie. Et du coup, le job de préparateur en pharmacie, ça va être ça va être la délivrance principalement des médicaments, des produits de santé en officine. Et on peut aussi, en tant que préparateur en pharmacie, on peut aussi travailler à l'hôpital en PUI. Ça marche. Réponse très claire. Merci beaucoup. Et on a plein de questions. Une question peut-être plus pour toi, Walid. Hop, elle va s'afficher. C'est de Valérian. Quel est le parcours pour devenir cardiologue? Il faut suivre les études de médecine, c'est ça? Oui, bien sûr. Du coup, il faut faire les 6 ans, d'accord, qui sont les mêmes pour tout le monde. Et au moment du concours de l'ECN, enfin, ça s'appelle plus ECN, c'est un peu changé de nom. Et puis, ça a été un petit peu avancé d'une année. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le tronc commun de plusieurs années pour tout le monde. Le concours qui départage un petit peu ensuite et qui permet de choisir. Et à ce moment, si tu veux faire cardiologue, tu choisis cardiologue, mais il faut quand même avoir la possibilité de le choisir. Donc, cardiologue, c'est quand même une spécialité qui est très prisée. Il y a un certain nombre de places en fonction des régions et tout ça. Donc, il faut quand même être dans une certaine classe, enfin, du classement, un certain rang pour pouvoir le choisir. Et si tu es bien classé et qu'il y a de la place, tu choisis cardiologue et ensuite, tu suis l'internat de cardiologie qui dure 5 ans. Et du coup, c'est une alternance de stage de 6 mois sur une durée de 5 ans. Et à la fin, tu vas terminer tes cardiologues. Nickel. Réponse aussi très claire. C'est parfait. Merci beaucoup. Et une autre question, je pense plus pour toi, Walid, ou peut-être pour tout le monde, je sais pas. Est-ce qu'on est rémunéré à un moment donné à partir de ces études de médecine quand on rentre dans l'internat, c'est ça? Une question de Delphine. Ouais. Bah, en fait, quand on est externe, quand on a la partie que j'évoquais tout à l'heure où vous êtes moitié à l'hôpital, moitié en stage, en cours, vous avez une petite rémunération de stagiaire, mais qui est pas énorme. Après, ça a changé. Moi, ça fait un petit moment. À mon époque, bon, c'était pas grand-chose, hein, c'était comme une bourse, hein, vous aviez 200 euros par mois à peu près. Maintenant, peut-être que c'est un petit peu plus, j'en sais rien. Et après, par contre, quand vous devenez interne, là, vous avez un salaire d'interne. Un salaire qui va évoluer avec les années qui commence pas très haut non plus, hein. Vous commencez vers 1500 euros le salaire d'interne. Et après, en fait, il est majoré avec les gardes. C'est-à-dire, quand vous êtes interne à l'hôpital, vous faites des gardes de nuit. Et à chaque fois que vous en faites une, bah, vous gagnez un peu d'argent en plus. Donc, à mon époque, une garde, c'était 100 euros. Bon, je sais pas c'est combien aujourd'hui, ça doit être peut-être 150 ou 200, mais du coup, ça fait que en moyenne, si vous faites la moyenne des salaires, toutes spécialités confondues, gardes confondues, années confondues pendant l'internat, c'est à peu près, allez, à- 2000 quoi, en dessous de 2000, un petit peu au-dessus de 2000 euros par mois quoi, pendant l'internat. Du coup, Et pour résumer ce que tu as dit, Walid, et pour répondre à la question, à partir de quelle année? Moi, je dirais que c'est à partir de la 4e année, à partir de l'externat qu'on commence à avoir une petite rémunération. Et c'est lorsqu'on devient interne, donc après la 6e année, que là, on a un salaire qui nous permet d'être indépendant financièrement, qui nous permet de vivre notre vie d'interne, c'est-à-dire de payer son Ouais, logement, ouais, de d'avoir payer un ses appart et factures. tout. Ouais, c'est ça, et d'être, de quitter le foyer parental, quoi. Hum. il y a une petite question peut-être pour toi, Martin. Hop, ça va s'afficher juste ici. Qu'est-ce qu'on regarde le plus sur Parcoursup quand on fait une fac de médecine? Question que tout le monde se pose. Bah, en fait, les critères de sélection des facs, ça reste assez flou sur Parcoursup, mais il faut savoir qu'en tout cas, ils ont des quotas à respecter, donc ça veut dire qu'ils doivent prendre un certain pourcentage d'étudiants qui vient de Paris, par exemple, c'est une fac pour Paris, un certain pourcentage qui vient du département d'à côté, par exemple, un certain pourcentage de personnes qui ont eu un bac en mention bien, mention très bien. En tout cas, c'est les seuls critères que je connais. Après, je pense qu'il faut surtout aussi avoir fait des spécialités un minimum scientifiques au lycée, j'imagine. Mais sinon, oui, non, leurs critères ne sont pas du tout publics et ils sont assez flous, donc je ne pourrais pas trop répondre. Et toi, par exemple, tu pourrais nous donner peut-être les notes que tu avais en terminale sur tes spécialités? Alors moi, du coup, en terminale, je devais avoir en SVT, je devais être autour de 16, 16 et demi, un truc comme ça. En physique, je devais être autour de 14, 15. Et en maths complémentaire, comme je m'étais dit, allez, on a lâché les maths, mais donc on se donne à fond en option maths pour avoir un bon dossier. Je devais avoir autour de 16, 16 et demi, à peu près. Et après, oui, Moi, j'avais des potes qui avaient des moins bons dossiers et qui ont quand même été pris dans la même fac que moi, hein. Donc, ok. c'est pas, faut pas trop se stresser et trop se pencher sur la moyenne. Faut avoir le meilleur dossier possible, bien apprendre ses cours, se donner à fond, mais pas non plus se stresser si on est à 13 de moyenne et tout, c'est pas du tout un problème.
Et petite question aussi très technique, est-ce que sur les sous-vœux, il y en a, c'est illimité pour les facs de médecine ou c'est limité? Alors, moi, je sais que par exemple, pour les facs en Île-de-France, donc pas que Paris Intramuros, hein, il y avait aussi Créteil, Orsay, etc., c'était un seul vœu en passe. Donc, il y avait un vœu pour toutes les passes d'Île-de-France. Et après, je crois que c'était un vœu par LAS, si je dis pas de bêtises. Mais ça, après, je parle que pour l'Île-de-France. Pour les autres villes, je sais pas trop comment ça se passe. Ça marche, merci beaucoup. On a une question, hop, de Louis Nosor, plus pour toi Tanguy. Il souhaiterait être médecin ou pharmacien biologiste. Est-ce que c'est plus facile de passer par l'internat de biologie médicale de médecine ou de pharmacie? Quelles sont les différences entre les deux? Alors, je pense que les 2 parcours sont pas forcément faciles. Cependant, si tu passes par l'internat de pharmacie, c'est une spécialité qui est vraiment beaucoup choisie, par les étudiants en pharmacie, la biologie médicale. C'est la spécialité qui est la plus choisie et du coup, les places sont chères. Moi, pour ma part, j'ai dû passer 2 fois le concours de l'internat. Je l'ai pas eu la première fois, enfin, j'ai pas eu le classement nécessaire pour avoir biologie médicale. J'étais classé en pharmacie hospitalière. Donc, le concours de l'internat de pharmacie, il va être plus difficile à obtenir pour avoir biologie médicale. Alors qu'en médecine, à l'ECN, Walid, je pense que tu vas confirmer, il y a quand même, enfin, c'est une spécialité qui est assez peu choisie par les étudiants en médecine. C'est vrai. Pour différentes raisons. Je pense que c'est une spécialité qui est pas très clinique, qui est moins basée sur l'examen du patient, sur la consultation. Là, c'est une spécialité, voilà, on est en laboratoire en fait, et les médecins, enfin les gens qui choisissent médecine, ils n'ont pas forcément pour vocation de s'éloigner du patient justement. Donc, arriver en biologie médicale par médecine, évidemment, ça va être plus facile au niveau du concours de l'internat. Par contre, l'entrée en fac de médecine va être plus difficile que l'entrée en fac de pharma. Je sais pas si je suis clair. Je crois que moi j'ai compris, donc Bon, si bah, j'ai compris. Et j'avais une petite question pour toi, Walid, de Virginie. Pour être dentiste, comment ça se passe? Est-ce que c'est directement dès la deuxième année qu'on s'oriente? Oui, enfin, faut passer la passe maintenant et vous choisissez médecine ou dentaire, en fait. Et Ok, après, ça c'est marche. 2 cursus différents. Nickel. Et Semblait. d'ailleurs, ça marche aussi pour kiné, donc sage-femme, maïeutique et pharmacie aussi, du coup. Nickel. Et je vois que dans le chat, on a beaucoup de questions et de retours sur les études pour faire kiné. Kiné, on aura un kiné du sport juste après à 21h30, donc reste avec nous et il vous racontera du coup son parcours aussi. Quelle étude pour être psychiatre? Mais psychiatre, du coup, ça fait partie des études de médecine. Oui, c'est une spécialité médicale qu'on choisit justement après le CN. Donc pareil, ça, c'est encore des spécialités qu'on peut choisir. Pareil, Mm. et encore une question là de Manuel pour être radiologue. C'est aussi les Pareil. études de médecine? Ah, Ouais. pareil, c'est une spécialité à l'internat. De toute façon, si les gens sont intéressés, vous tapez, spécialité médicale ECN sur Google et vous allez avoir le listing de toutes les spécialités. Et vous pourrez même trouver des sites avec les rangs de classement, Mm. le nombre de places en fonction de chaque région, etc. Comme ça vous donnera un ordre d'idée de qu'est-ce qui est très pris, quelle spécialité a beaucoup de place, quelle spécialité a pas beaucoup de place. Vous allez voir un petit peu les rangs qui choisit, ça vous donnera une idée. Et il y avait une question, enfin un commentaire de Paya, de Benjamin. C'est vrai que j'ai pas mal entendu ça aussi autour d'autres étudiants qui ont fait leur première année de médecine à l'étranger. Est-ce que c'est plus simple? Enfin, est-ce que vous savez sur ces choses-là ou pas forcément? Alors, il y en a beaucoup qui vont en Roumanie, Mm. parce que c'est francophone, il n'y a pas de concours. Mais apparemment, ce que j'entends, après, j'y suis pas allé, ça peut être plus simple. Le problème, il y a deux problèmes, c'est que déjà, il y a tout ce qui concerne la logistique. Il faut aller habiter en Roumanie, il faut faire ses études là-bas, il faut vivre là-bas, etc. Vous êtes tout seul et tout. Et après, la deuxième difficulté, c'est que souvent, ces gens font le cursus en Roumanie pour revenir en France après le CN. Sauf que là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait des décalages entre facs, il n'y en a pas vraiment, mais là, il y a un décalage souvent qui se fait. Et souvent, les gens qui viennent de Roumanie et qui arrivent en France pour l'internat rencontrent des difficultés. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Et oui, bah voilà, c'est exactement ça. Merci pour cette réponse. Nickel, parfaite. Martin, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes comme ça qui nous suivent durant ce live, qui vont tenter école de médecine et qui vont tout faire cette première année, donc soit la passe, soit la LAS, mais pour s'accrocher, parce qu'il faut s'accrocher, non?
Oui, faut s'accrocher, c'est sûr. Mais après, je pense qu'on entend aussi beaucoup de stéréotypes sur la première année. Enfin, par exemple, moi, je sais qu'au lycée, j'entendais beaucoup des personnes dire en mode, ouais, mais de toute façon, tu vas dormir que 3 heures par nuit, tu vas travailler 20 heures par jour, etc. Enfin, non, c'est entièrement faux, hein. Moi, j'avais besoin de mes 8 heures de sommeil en première année. C'était vital pour moi, donc j'en mets 8 heures. Je me prenais des pauses dans la semaine, le samedi soir, pour voir mes amis. Enfin, voilà, c'est pas trop non plus comme on l'imagine. C'est largement faisable. Et si je pouvais donner des conseils, je dirais que en tout cas, déjà au lycée, ce serait bien de savoir un peu comment on fonctionne en termes de mémoire et d'apprentissage. Ce n'est plus par exemple une mémoire visuelle, une mémoire auditive, comment on fonctionne pour apprendre rapidement, par exemple, un gros chapitre d'SVT pour un DST, enfin voilà, des choses comme ça. Et aussi savoir, je pense aussi surtout comment s'organiser rapidement et efficacement, tenir un programme de révision et commencer peut-être à réfléchir à une méthode de travail. Ça, c'est une superbe avance que vous pourrez prendre au lycée parce que c'est vraiment ce qu'on demande en première année pour réussir, c'est être organisé et avoir une bonne méthode de travail, hein. C'est pas plus que ça. Honnêtement, et aussi avoir beaucoup de motivation. Et c'est un trio gagnant si on fait ça. Donc Euh, voilà, tu, c'est 10 conseils que je peux donner. tu as rappelé ces 4 mots dans ta petite présentation, travail, motivation, hygiène et accompagnement. Ça, c'est vraiment important. Ouais, enfin, en tout cas pour moi c'est absolument essentiel, surtout l'hygiène de vie, avoir un bon équilibre. Par exemple, moi j'ai beaucoup de premières années cette année qui me demandent, enfin qui viennent me voir et qui me disent ouais Martin, moi j'adore le tennis et c'est absolument vital pour moi et est-ce qu'il faut que j'arrête à ton avis et tout pour la première année? Je lui dis bah écoute non, si c'est un entraînement un mercredi après-midi qui te prend 3 heures et si c'est vital pour toi, ça t'oxygène le cerveau et tout, c'est génial. Donc voilà, faut pas non plus oublier sa vie personnelle, faut évidemment faire des sacrifices, c'est une certitude. Mais il faut aussi s'accorder des moments de pause dans la semaine, je pense, pour respirer et pour pouvoir lâcher prise, parce que sinon, on s'en sort pas, je pense. Et justement, cette question que je vais vous remettre à tous les trois, mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller, peut-être quand on est en première année, aller voir des deuxième années, des troisième années pour leur demander de l'aide, ou c'est quand même compliqué parce qu'eux aussi sont pris? Bah, moi, j'avoue que j'ai pas souvenir d'avoir fait ça ou de connaître des gens qui faisaient ça, mais après, les choses ont changé, hein. C'est pas la même époque, hein. C'était il y a 13 14 ans, hein, que j'ai fait ma passé ça, donc ça remonte. Après, Mais il y a le quand tutorat. vous arrivez à la fac et que vous n'avez pas de connaissances pour aller trouver des deuxième années, leur demander quelque chose, c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prépa. Avant, ça existait quasiment, enfin, ça existait, mais c'était pas aussi répandu. Et le système des prépas, je sais que c'est des étudiants de deuxième, troisième année qui donnent des cours et tout ça. Mais avant, c'était différent. Après, si maintenant vous avez la possibilité de demander l'expérience de certains de partager, ça peut être quelque chose de bien. Mais il faut savoir qu'on a beau vous donner des conseils, partager ces expériences, ça change rien à ce que vous allez fournir, quoi. Finalement, c'est votre travail qui va faire la différence, c'est pas les conseils qu'on va vous donner, hein. Ouais, Après, il y a aussi beaucoup de tutorats. Enfin, je crois que dans chaque fac, il y a un tutorat en première année. Donc, en fait, c'est quoi un tutorat? Pour être très clair, c'est une association qui est organisée par des étudiants, donc justement en deuxième, troisième année de la fac, en médecine ou dans d'autres filières, et qui vont organiser, par exemple, des concours blancs, qui vont faire des cours. Il y a un système aussi de parrainage qui est génial parce que du coup, vous êtes en contact avec un étudiant qui est dans les années supérieures et qui va vous conseiller sur une méthode de travail. Vous pouvez l'appeler quand vous n'êtes pas bien parce que voilà, vous savez pas trop quoi faire avec un cours que vous n'arrivez pas à prendre, par exemple. Et ça marche aussi dans les systèmes de prépa. Il y a plein de prépas qui préparent à ça. Moi, par exemple, j'étais à Medisup en première année et voilà, on était vraiment encadré par des deuxièmes années. Et moi, quand j'avais des petits coups de déprime dans la semaine, j'allais les voir et je leur demandais de me raconter leur stage à l'hôpital ou alors leur vie étudiante en deuxième année. Et vraiment, ça me mettait un petit coup de boost pour la deuxième année. C'était vraiment, vraiment super. Et aussi, vraiment, ils me renseignaient aussi sur l'organisation pendant la première année. Et je piochais à droite, à gauche chez différentes deuxièmes années pour m'organiser en fait ma méthode de travail. Et oui, je pense que ça, c'est une bonne idée par contre. Si vous avez des contacts en deuxième année et tout, faites-le. Et sinon, vous en trouverez largement, je pense, dans le tutorat ou si vous faites une prépa dans une prépa. Et justement, tu parlais de la vie étudiante, on va en parler juste après, mais avant, j'ai deux, trois petites questions pour toi, Walid. Ça revient très souvent dans le chat. Hop, j'en affiche une. Benjamin qui nous demande est-ce que l'emploi du temps d'un médecin, c'est très chargé ou pas? Il entend beaucoup ça. Et il y a Emma, pareil, qui nous demande est-ce qu'on a des vraies vacances en tant que médecin? Je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Alors, bah, il y a autant de réponses qu'il y a de médecins, hein, je vais pas mentir. C'est-à-dire que, après, c'est vous qui choisissez. Soit vous travaillez en ville, à votre compte, libéral, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Après, il faut savoir que votre rythme de vie, il dépend de votre quantité de travail. Si vous êtes libéral, vous gagnez autant que vous travaillez. Et il faut prévoir les vacances, etc., etc. Donc, chacun son rythme. Il y en a qui prennent le parti de pas travailler des masses et de faire le compromis finalement du salaire. Ah, voilà, pas de jugement, chacun fait un peu comme on veut. Après, il y en a qui disent, bah non, moi j'aspire quand même, après toutes mes études, à avoir un certain niveau de vie, à gagner autant. Et du coup, c'est mathématique. Je sais qu'il faut que je travaille autant pour gagner autant. Ça, c'est une chose à part. Et après, il y a l'emploi du temps de l'hôpital. À l'hôpital, la plupart du temps, quand même, les gens qui sont à temps plein à l'hôpital sont très chargés.
parce que vous ne pouvez pas vraiment respecter à l'hôpital une grille horaire, c'est-à-dire vous êtes là, s'il se passe des choses, vous restez, vous faites ce qu'il y a à faire. Et donc, des fois, les gens ont des emplois du temps très chargés. Il y en a qui prennent aussi le parti d'avoir des emplois à mi-temps à l'hôpital, ça existe. Mais si vous êtes sur un temps plein à l'hôpital, entre voilà tout ce que vous allez faire en plus, entre ce que vous allez avoir parfois qui s'appelle des astreintes ou même des gardes en tant que senior, c'est-à-dire par exemple devoir travailler le week-end ou la nuit, ça dépend un petit peu des spécialités. Je ne vais pas mentir, être médecin à l'hôpital à temps plein, c'est quand même quelque chose de très chargé. On peut retrouver ce côté très chargé en ville, mais en ville, vous êtes le seul décideur. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Réponse très claire. Merci beaucoup, Walid. Avant de retourner aux questions dans le chat, je voulais juste vous demander tous les trois comment vous avez vécu votre vie étudiante. Bon, pas la première année parce qu'on sait que c'est plus compliqué, mais tout au long des études de médecine. Est-ce qu'il y en avait quand même? Est-ce qu'il faut même peut-être prendre le temps de sortir avec ses amis parce que c'est quand même des études qui sont très chargées, donc souffler, c'est peut-être important. Peut-être Tanguy. Ouais, bah moi j'ai vraiment un super souvenir de mes études, de ma vie étudiante en pharma. C'est vrai que le campus, enfin la fac, elle était vraiment animée par plein d'événements. Et que ce soit des week-ends d'inté, alors ça s'appelle plus week-end d'inté maintenant, c'est le week-end de bienvenue, enfin c'est un autre terme. Mais voilà, c'était un gros week-end où tous les étudiants en pharma, enfin les deuxième et troisième années se rencontraient. Et c'était un événement sportif, festif. Et moi, je me suis fait une super bande de potes durant ces années que j'ai toujours maintenant, qui sont voilà, des amis que je vais garder, je pense, toute ma vie. Et il y a aussi tout plein de traditions autour de la vie étudiante. Voilà, la faluche, donc c'est une espèce de béret que portent certains étudiants un peu fêtards. Voilà, toutes les traditions, tout le folklore autour de la vie étudiante, des soirées carabins. Et puis il y a aussi tout le côté associatif. Voilà, en parallèle des études, des cours magistraux, on peut aussi s'impliquer dans la vie associative de la fac pour faire vivre justement ces années étudiantes. Donc, c'est des associations comme la Corpo Médecine ou Corpo Pharma. C'est un peu l'équivalent du BDE en école d'ingénieur. Donc, c'est cet asso-là qui est composé d'étudiants et qui va du coup créer des événements pour faire vivre la fac. On avait aussi une asso de sport, une asso de voile pour découvrir la voile. On avait une asso de musique, une asso humanitaire aussi qui envoyait des groupes d'étudiants au Togo, au Burkina Faso pour des missions humanitaires de santé publique. Donc voilà, il y avait vraiment les cours magistraux et à côté vraiment possibilité de faire autre chose, de s'investir dans plein d'autres activités. Et moi, j'en ai gardé un super souvenir. Et justement, Martin, il y avait une question pour toi dans le chat de Virginie, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de stéréotypes sur les bizutages en faculté de médecine. Est-ce que tu peux nous répondre sur cette question? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus, notamment qui sont sorties dans la presse il y a quelques années. Et en fait, il y a vraiment maintenant des lois qui sont sorties comme quoi le bizutage est aujourd'hui interdit. Et ça rejoint ce que disait Tanguy tout à l'heure, c'est qu'en vrai, la vie en deuxième année de médecine, en tout cas, et troisième année aussi, et associative, est vraiment géniale. Enfin, la vie étudiante est trop bien. Et les soirées sont géniales. C'est vrai qu'il y a des systèmes parfois de défis pour les week-ends d'intégration, les choses comme ça. Mais ça reste vraiment des choses qui sont très respectés. Par exemple, si vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est évidemment très respecté par tout le monde. Et si un jour il s'avérait que quelqu'un force quelqu'un d'autre à faire un défi ou quelque chose qu'il ne veut pas faire, alors ça, c'est très vite pris en charge par le bureau des élèves qui s'occupera de cette personne. Et vraiment, une atmosphère qui est très solidaire et qui est très respectueuse. Donc, moi, en tout cas, j'ai jamais vu de choses, en tout cas de bizutage, ni rien. Et oui, non, ça reste très bon élève et très bon enfant. Et pour rejoindre ce que tu dis, Martin, si vous vous lancez dans des études de santé et que, ouais, comme tu dis, on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, il faut absolument dire non, savoir dire non, même s'il y a l'effet de groupe, l'effet de, voilà, on a tous les copains qui le font, et du coup, on se dit que c'est obligatoire, que c'est forcément un rite initiatique. Il ne faut pas forcément suivre le mouvement. Voilà, si vous n'êtes pas consommateur d'alcool, si vous ne voulez pas manger des trucs dégueux, voilà, faut vraiment pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'était bien de le rappeler. Une question aussi pour toi dans le chat, ça n'arrête pas les questions pour Walid. Combien de fois est-on de garde par mois? Je pense que ça concerne, c'est une question quand on est interne de médecine, combien de fois on fait de garde?
Alors, franchement, ça varie énormément selon votre stage et votre spécialité. Moi, j'ai un peu tout connu, c'est-à-dire j'ai fait différents stages. Il y avait des stages où c'était très dur, dans le sens où je pouvais avoir peut-être 6 gardes par mois. Si je vous dis 6, ça vous paraît pas énorme, mais en fait, quand vous travaillez du lundi au vendredi et qu'une fois dans la semaine, vous allez bosser 24 heures, 6 fois dans le mois, ça fait beaucoup quand même, hein. Surtout si vous faites lundi, vendredi, que pour le coup, vous avez un stage où vous devez venir le samedi matin et qu'ensuite le dimanche, vous faites 24 heures. Bon, je peux lui dire que j'ai eu des stages où j'étais bien esquinté, mais après, il y a des stages où, à l'inverse, très peu de gardes. Donc, une dizaine, par exemple, sur 6 mois. Tout ça, ça dépend du nombre d'internes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, un stage où j'avais beaucoup de gardes, j'étais en pédiatrie. Pédiatrie, c'est un stage où il n'y a pas énormément d'internes, d'accord? Et ceux qui vont faire des gardes aux urgences pédiatriques, eh ben, ça va être que ceux qui tournent dans la pédiatrie. Donc, si vous êtes 8, eh ben, vous allez vous partager toutes les gardes des 6 mois à 8. Par contre, les urgences adultes, eh ben, c'est tous les internes de tous les services de spé de l'hôpital, que ce soit gastro, cardio, peu importe, qui vont tourner aux urgences adultes. Donc là, bah, s'il y a énormément d'internes, le jour de la répartition des gardes, bah, vous tournez avec moins de gardes sur le mois. Ça dépend. Et après, il y a des spécialités vraiment à part, très spécialisées, où ça tourne qu'entre eux. Par exemple, si vous êtes interne de réa, bah, il n'y a que les internes de réa entre eux qui vont se partager les gardes du semestre. Donc là, pareil, ils vont faire beaucoup de gardes. Donc tout ça, ça dépend de votre spécialité et de l'hôpital dans lequel vous êtes. Il n'y a pas vraiment de règles, mais il faut s'attendre quand même à en faire beaucoup. Ça, c'est vrai. Nickel, réponse parfaite. Une autre question encore, Dafnan, plutôt pour toi, je pense, Martin. Est-ce que si on a peur de ne pas réussir la première année, et faire une prépa, c'est utile? Est-ce que tu le conseilles? Bah déjà, enfin moi la prépa j'en ai fait une en première année, ça m'a vraiment été très bénéfique. J'avais fait un pack où en fait c'était pré-rentrée, donc ça veut dire qu'on s'y mettait un peu mi-août jusqu'à début septembre pour commencer à se préparer déjà sur le fond, donc le programme des cours, la matière à réflexion, etc. Et aussi sur la forme, donc tout ce qui est méthode de travail, emploi du temps et comment on fonctionne en fait. Et donc moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et c'est même pas si on a peur de ne pas réussir. En fait il y a beaucoup d'étudiants qui prennent des prépas qu'elle soit grande ou pas, hein, d'ailleurs. Moi, la prépa où j'étais, on était 1900 à la fac, on était 700 à faire Medisup, par exemple. Donc c'est quand même un bel échantillon. Mais enfin, moi, en tout cas, ça m'a été utile. Après, c'est vrai que c'est un investissement. Les prépas privées, ça coûte assez cher. Mais il y a toujours, comme on l'a dit tout à l'heure avec Tanguy, le système de tutorat hein, qui est présent dans les facs. Et, euh, et voilà, mais oui, ça peut être utile. La prépa, ça peut être très utile. Mais vous pouvez faire des journées portes ouvertes, hein, d'ailleurs. Il y en a dans des prépas qui organisent des journées portes ouvertes pour découvrir un peu quel est l'intérêt de la prépa et quels outils ils proposent pour réussir la première année. Nickel, merci beaucoup pour ta réponse, Martin. Je peux juste J'avais faire une une autre petite question. précision, moi, sur Oui. les prépas. Je sais pas si, Walid, toi, tu as pu faire une prépa en première année. Non, moi, j'ai pas fait de prépa. Ouais, bah moi non plus, j'ai pas fait de prépa et j'ai eu mon concours primant. J'ai fini deuxième de la promo. Enfin, c'est pas pour me la péter que je dis ça, mais c'est juste que pour moi, le tutorat, il est carrément suffisant. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une prépa, je pense que le tutorat, enfin, généralement, après, il faut voir si le tutorat est bon dans chaque ville, mais moi, je sais qu'à Caen, en tout cas, on avait un super tutorat. Les tuteurs, ils proposaient des cols qui étaient relus et corrigés par les profs de la fac qui donnaient les cours. Donc, c'était vraiment du sérieux, c'était vraiment validé par l'université. Donc, voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Ouais. C'est vrai que, petit mot sur les. Nous, j'ai fait le tutorat, du coup, j'avais pas la prépa, j'ai fait tutorat, c'était à la fac. Et c'est vrai qu'en fait, là où vous avez besoin d'une aide, c'est sur les matières qui prêtent à la compréhension. Vous voyez, où il faut pas apprendre par cœur, genre la physique, la chimie. Donc, en tutorat, ça s'axait sur ces deux matières. Donc, c'était en fait les deux seules matières où j'avais besoin qu'on m'explique deux, trois trucs en dehors des cours. Après, dans les prépas, c'est vrai qu'il vous faut un panel où ils vous reprennent un peu les cours de toutes les matières. Donc, ça sert pas forcément à grand-chose. Il faut se dire que c'est important d'avoir un soutien, une aide sur les choses que c'est un petit peu compliqué de comprendre et de maîtriser. Donc le tutorat, ça peut suffire. Et après, c'est vrai que bon, les choses ont beaucoup évolué à notre époque. Il n'y avait pas beaucoup de prépa. Et donc, la plupart des gens n'en faisaient pas. Il y avait une petite partie qui allait dans les prépas. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je sais que c'est devenu compliqué, que la passe, il n'y a qu'une chance de réussite, que les prépas, il y en a eu des masses, que tout le monde va en prépa. Et du coup, vous avez l'impression que si vous ne faites pas prépa, bah, vous êtes mis de côté. C'est pas facile, mais il faut retenir quand même ce qu'a dit Tanguy, c'est que même sans prépa, on peut réussir, y a pas Ça de peut le faire. problème. D'accord?
Nickel, merci beaucoup pour vos réponses à tous les trois. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, je vais juste y revenir juste après. Juste, je vais vous poser une question à vous, à Tanguy, et à vous également, Walid, à tous les deux. Vous êtes également à côté youtubeur santé, et on va diffuser un petit extrait hop, de vos vidéos, Ah ouais. Tanguy. Et après, il y aura des petites vidéos aussi de vous, Walid. Mais est-ce que vous dépend. pouvez nous expliquer peut-être au chat, est-ce que c'est essentiel justement d'apporter cette pédagogie à la médecine, d'apporter cette vulgarisation à la médecine? Qui commence? Vas-y, C'est Walid, je t'en prie. c'est Tanguy, non? C'est tes vidéos qui passent. Ah oui, Ah, c'est la vas-y, mienne. Tanguy, allez, Tanguy. Bah oui, bah, moi, évidemment que je vais répondre oui. Pour moi, la pédagogie, elle passe pas qu'à travers les vidéos, la vulgarisation, c'est notre quotidien en fait. Quand on fait face à des patients, euh, on doit vulgariser nos connaissances, on doit leur expliquer leur maladie. Moi, en l'occurrence, j'explique les bilans sanguins de mes patients quand ils viennent me voir au laboratoire, qu'ils ont besoin d'une interprétation de leur bilan. Donc forcément, il ne faut pas le faire avec notre jargon médical, il faut le faire plutôt avec un langage qui soit compréhensible de tous. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis lancé sur YouTube, c'est que j'avais envie de partager au public ce que j'avais appris au cours de mes études et que je trouvais hyper intéressant. Donc tout ce qui est sur les maladies, sur les analyses médicales, etc. Et du coup, dans mes vidéos, on me voit au microscope en train d'analyser des échantillons. Et voilà, j'explique que dans tel échantillon, j'observe telle bactérie, telle cellule, et que ça en découle un diagnostic, une maladie. Donc oui, résolument, pour moi, c'est important de savoir vulgariser ses connaissances et de faire de la pédagogie. Nickel, merci beaucoup. On va enchaîner avec toi, Walid. Hop, je vais juste changer la vidéo. Et aussi, pour rappel, du coup, si vous voulez retrouver les chaînes YouTube, on va vous mettre les liens dans les chats de celle de Tanguy et celle de Walid. Tanguy, toi, tu Plaisir. viens de dépasser les 300 000 abonnés. Déjà très, très fort. Bravo à toi et Bravo. félicitations. Merci. Bah, Walid, il vient de dépasser les 100. Les 100 000, exactement, c'est ce que Ouais, j'allais ça va dire. bien monter là, je suis à 120 On 000. me pique mon info, c'est 120 pas 000, grave. ça a bien monté. Ça Bonjour monte à bien. tous, c'est le docteur Walid Mekedi. Hop, nickel, tout. Je sais même pas c'est quelle vidéo ça. Walid, est-ce que c'est important pour toi de vulgariser, du coup, la médecine généraliste? Alors, ouais, bah franchement, en fait, c'est venu avec le temps parce qu'au début, ma chaîne, c'était pas ça. Au début, je vulgarisais plus le métier, quoi, les études. C'est-à-dire que ma chaîne, quand je l'ai faite, je parlais de mes expériences en tant qu'étudiant, en tant qu'interne, puis en tant que jeune médecin. Donc, la chaîne, elle date un petit peu quand même, elle n'a pas toujours été très active. Au début, j'avais pas le temps de faire beaucoup de vidéos et je faisais de temps en temps sur, voilà, le parcours. Et du coup, j'ai eu une première audience qui est intéressée par ça. Et c'est après, quand je suis devenu médecin, que j'ai fait des vidéos bah, sur la médecine, tout simplement parce que c'est devenu mon métier, que tous les jours, j'explique aux gens des trucs au sujet de leur santé. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur la médecine, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, si vous allez sur ma chaîne, bah, vous pourrez retrouver quand même des vidéos sur justement les études de médecine, le parcours, l'internat, les gardes, la vie de jeune médecin, l'installation, ce genre de trucs. Mais vous trouverez aussi, si ça vous intéresse, bah, plein de vidéos, c'est toutes les dernières, sur les maladies, sur des choses qui concernent vraiment la médecine pure pour apprendre des choses scientifiques, on va dire. Et voilà, je tenais aussi à redire au chat parce que vos vidéos, je les ai vues, j'en ai vu pas mal et elles sont vraiment super bien faites. Si vous voulez Ah. apprendre sur la médecine, si vous voulez apprendre sur la biologie, sur le métier de. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites. Vos vidéos sont vraiment excellentes et permettent vraiment de comprendre sans avoir un niveau excellent en sciences et ça, c'est fort. Donc, bravo à vous deux en tout cas sur ces Bah, questions. merci, Merci. plaisir. Et j'avais une question là, il nous reste 6 minutes, c'est passé super vite, vraiment. Merci à vous pour ce live, Ouais. c'était hyper intéressant. Une question sur, est-ce que, ça c'est toujours une question qui est un peu dure, mais qui est hyper importante, est-ce que vous avez une anecdote à raconter qui vous a marqué, que ce soit pendant vos études ou pendant votre métier, quelque chose qui vous a vraiment profondément marqué dans vos vies? C'est une question qui n'est pas simple, mais qui est hyper, je trouve, importante à poser. Ça peut être pendant les études, ça peut être pendant votre métier. Bah, j'ai un souvenir en tête qui va me venir, c'est un souvenir symbolique en fait. C'est le moment où tu passes ta thèse. C'est-à-dire, en plus de ça, symboliquement, moi je l'ai passé vraiment l'avant-dernière semaine de mon internat. Donc la thèse, c'est long à préparer, c'est fastidieux, ça demande beaucoup de stress, etc. Et puis le moment où vous le passez en plus, c'est quand même le seul moment pendant tout le cursus où il y a votre famille, hein. C'est-à-dire, vous faites 10 ans de médecine et il y a un moment, bah, il y a votre famille qui est là, qui regarde un peu ce que vous faites. Et puis, du coup, vous êtes jugé par d'autres médecins. Et à la fin, ben, on vous dit, bon, c'est bon.
Et du coup, vous prêtez serment, vous récitez là le serment d'Hippocrate devant votre famille, etc. Et franchement, c'est bizarre, quoi. J'avais du mal un petit peu à parler. Et puis voilà, quand ça se termine, on me dit, bah, ça y est, t'es docteur. Qui plus est, moi, je finis. Il me restait juste une semaine d'internat à finir. Et je l'ai fini. Et donc, franchement, bon moment. J'ai la vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais la poster sur YouTube. Ça m'a donné une idée là. Ouais, ça a l'air d'être un bon moment que tu as vécu avec émotion, et c'est ça aussi qu'il fallait dire. Toi, Tanguy, est-ce que tu as un moment important à nous communiquer? Ouais, moi j'ai un souvenir assez ému de ma première garde en tant qu'interne, ma première garde de nuit à l'hôpital, où j'étais interne en bactériologie. Du coup, la bactério, c'est la discipline où on étudie les micro-organismes, donc responsables des maladies. Et je me souviens que je devais analyser du liquide céphalorachidien d'un bébé, d'un nouveau-né, qui souffrait de maux de tête. Enfin, moi, je l'avais pas vu pour de vrai, le bébé, mais voilà, j'avais eu ces informations-là. Et bah, forcément, première garde, tout stressé. Voilà, je suis à mon microscope et c'est à moi de donner une réponse, en fait, de donner un diagnostic, entre guillemets, de dire bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce LCR, dans ce liquide. Et puis, bah, j'étais tombé sur la fameuse méningite à méningocoque. Alors, enfin, C'est rare, hein. ouais, c'est super rare. Ouais, c'est super rare. Il y en avait une dans le semestre et c'est tombé sur moi. Et du coup, ouais, c'est une bactérie qui est responsable de méningite, une maladie qui est très grave. Et ouais, ça fait bizarre de se retrouver face à face avec ce germe, cette bactérie pathogène au microscope. Et puis, bah, c'est beaucoup de responsabilité, quoi, en tant qu'interne, de devoir poser un diagnostic, appeler le médecin des urgences et puis donner un petit peu son avis, quoi. Et justement, est-ce que c'est une question pour tous les deux? Est-ce que quand on est interne, ça fait pas peur cette responsabilité au tout début? Si, carrément. Ah Enfin, oui, je sais si, pas ça toi, fait Walid. très, très peur. Et Ah, les ça profs, fait les très, profs, très peur. les profs vous préparent à ça? Enfin, vous avez une aide? Parce que psychologiquement, c'est très dur quand même. Non, c'est pas Non. d'aide. Ouais. C'est vas-y. C'est comme si on t'apprend à rouler avec le vélo sans les petits trous, on pousse, tu vois. Allez, pédale. Donc, t'apprends. Après, chacun un petit Ouais. peu sa sensibilité et tout, hein. On est tous différents, on gère tous le stress, etc. de manière différente. Mais en vrai, c'est stressant et c'est juste le temps qui fait que tu Mm. t'accoutumes. Mais il n'y a pas de règle, hein. Il y en Après, a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent moins bien. C'est personne dépendant, en fait. on peut être accompagné par les internes un peu plus vieux, qui ont plus d'expérience et qui vont un petit peu nous aiguiller. Je sais pas, par exemple, quand on fait des premiers gestes médicaux, certains prélèvements. Enfin, moi, je Mhm. sais que le premier myélogramme que j'ai fait, c'est-à-dire une ponction de moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on met une aiguille au niveau du sternum pour aller recueillir de la moelle osseuse avec une seringue. Donc ça, c'est un prélèvement qui est hyper impressionnant, qui est hyper invasif. Bah, je me souviens que j'étais accompagné par un homme plus vieux et que voilà, il m'a accompagné tout le long du prélèvement et que ça s'est bien passé, même si j'étais un petit peu terrorisé au fond de moi, quoi. Ouais, il y a Et un accompagnement quand même. Il y a des gens oui, qui le Ouais. montrent, mais si on veut être transparent, c'est pas partout pareil, hein. Il y a des gens qui vous accompagnent bien, il y en a d'autres qui vous accompagnent moins bien, il y en a qui disent débrouille-toi, il y en a qui t'accompagnent vraiment bien. Donc il y a un peu de tout. Tout est ouais, possible. c'était important de le dire. Mm. Merci à tous les deux. Et toi, Martin, justement, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Ça peut être en première année de médecine. Quelque chose qui t'a marqué au moment des Moi, je pense résultats, peut-être pas que en vrai. oui, un moment qui reste gravé, et encore, je suis qu'en deuxième année, donc j'ai pas encore vécu beaucoup de choses en médecine, mais ça restera les résultats définitifs de la première année où c'est un moment où voilà, on sait qu'on a mis beaucoup de côté. Pendant un an, on s'est donné à fond, on a beaucoup travaillé, et surtout, moi, c'est un rêve que je voulais réaliser depuis très longtemps. Donc, oui, c'est une belle montée de stress dont on se rappelle longtemps, et après, quand c'est des bons résultats, c'est une belle joie, et après, on passe une très bonne journée. Mais donc voilà. Mm. Avant de terminer, on va essayer de prendre les dernières questions. J'ai une question de Sylvie qui nous demande pour les stages, du coup, elle parle des stages qu'on fait après en études de médecine. Est-ce qu'on nous impose les dates et les lieux? Alors, en fait, ça dépend des facs. Mais pour l'externat, normalement, tu choisis, d'accord, mais par roulement, hein. C'est pas toi qui choisis tout le temps en premier, etc. Après, il y a des facs qui te distribuent des stages un peu de manière aléatoire et puis ça change. Les dates, par contre, c'est imposé. Et après, quand tu es interne, ça dépend de ton classement. D'accord? Ok. Les premiers choisissent en premier, tout simplement. Ah, donc il y a quand même à chaque fois le classement qui a un grand enjeu, Ah, quoi. l'internat, très important parce que le classement, il te suit pendant tout ton internat.
tu vois. Ah, donc si on se trompe au début et si on arrive dans les derniers, c'est très compliqué après. Bah ouais, tu vas au fil, chaque année, tu vas choisir après ceux qui sont devant toi. Et la seule chose qui va faire que tu vas choisir de mieux en mieux, c'est les années qui vont faire qu'avec le temps, il y a des promos qui disparaissent, tu vois, tu montes. Donc, tu choisis un peu plus avant que dans les années précédentes, mais tu choisiras toujours après ceux de ta promo qui sont arrivés devant toi, tu vois. J'ai une question aussi pour toi, Martin. Emma qui se demande, est-ce que c'est vrai que les profs de prépa, donc tu as fait une prépa, ne sont pas des vrais profs, mais des médecins ou d'autres personnes extérieures, je pense, qui travaillent à l'entend par là. Bon, en tout cas, moi, dans la prépa que j'ai faite, c'était surtout des profs qui faisaient des cours de matière à réflexion. Et c'est des profs qui étaient diplômés, enfin, qui avaient leur diplôme dans de leur matière, et même parfois des profs qui étaient thésés dans leur matière. Donc, non, j'ai jamais vu de médecin qui enseignait de la physique ou des maths. Juste rebondir sur ça, c'est rare hein, d'avoir des gens qui ont le statut de professeur, même à la fac, hein. C'est-à-dire ceux qui vous donnent des cours, même quand vous aurez des ED et tout. En général, ce sont des médecins qui ont des statuts particuliers, genre chef de clinique, maître de conférence et tout. Oui, c'est pas toujours des chefs de service, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais, professeur, c'est vraiment genre un statut ultime dans les hôpitaux qu'on acquiert après un certain temps, passé à l'hôpital à un certain âge, mais la plupart des cours dispensés quand même dans les facs, c'est pas des professeurs qui les dispensent. Merci pour Ouais, cette c'était réponse. plus dans le sens enseignant, quoi, je pense, Oui, Hum. plus que en prépa, enfin, PUPH, professeur. Et on avait une question aussi de Sylvie qui nous parle des horaires. Je pense qu'elle parle de quelle que soit la formation. Est-ce que si on va en kiné, si on va, enfin, quelle spécialité qu'on prend, est-ce qu'on va avoir tous les mêmes horaires ou il y a des formations qui vont être plus chargées que d'autres? Est-ce qu'en médecine, on va avoir plus d'heures de cours? Bah, on parle des études, on parle des stages à Des l'hôpital. études. Ah, les études. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Enfin, c'est-à-dire, j'ai du mal à donner une réponse parce que ça dépend beaucoup des facs, ça dépend beaucoup de l'année. Il y a des cours magistraux qui sont parfois imposés, mais la plupart des cours magistraux, on peut quand même ne pas y aller. Les enseignements dirigés par petits groupes, en général, ça, il n'y a pas le choix parce qu'il y a des émargements. Et tout ça, tous les emplois du temps dépendent de vos facs, en fait, hein. Il n'y a pas de règle. Parfait, nickel. Et dernière question, après on arrêtera avec les questions du chat. Benjamin qui nous a demandé 2 fois la même question. Est-ce qu'on peut trouver des classes, où peut-on trouver des classes de prépa en France? Martin, je te laisse y répondre. alors moi, enfin, je pourrais juste parler de Medisup parce que c'est celle que j'ai faite, les autres je les connais pas du tout. Je sais que Medisup, ils y sont, enfin, il y a Medisup à côté de chaque fac en France de médecine, et ça, on peut les trouver sur Internet, et on peut se renseigner même en les appelant, il y a un numéro sur Internet. Nickel, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Avant de se quitter, j'avais une dernière question pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez un mot de fin à faire passer aux jeunes là qui nous regardent à travers ce live? Un mot de fin, ça peut être un conseil, ça peut être voilà, pourquoi il faut se tourner dans les études de médecine, pourquoi il faut aller dans le milieu de la santé? Est-ce que Walid, tu vas commencer peut-être? Alors, je vais être simple. Si vous avez envie de faire ça là maintenant, faites-le. Après, avec le temps, on peut avoir aussi les envies qui changent, etc. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait que là, vous avez une vision très lissée de la vie. Où on vous dit, t'as tel âge, tu choisis tel truc, tu fais ça, c'est comme ça la vie, tu feras ça toute ta vie. Vous pouvez très bien avoir une envie maintenant, la faire, après ça change, vous switchez, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si maintenant, vous, votre idée depuis longtemps, c'est de faire médecine, allez-y, donnez-vous à fond. Et si vous êtes motivé, que vous donnez à fond, vous mettez tout en place pour que ça marche, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et même si c'est le cas, imaginons qu'il y a un petit pépin, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de souci. Des fois, un mal arrive pour un bien. Ça vous permettra peut-être de rebondir sur autre chose et vous rebondirez avec tous les, voilà, les apprentissages que vous avez acquis de toute cette expérience et vous repartirez sur quelque chose d'autre. Et voilà, hein, il y en a plein des histoires comme ça. D'accord? Merci beaucoup pour ce mot de fin, c'était très beau. Et toi, Tanguy, tu as un mot de fin à faire passer aux jeunes là qui nous regardent? Ouais, je dirais que les métiers de santé, c'est quand même des métiers qui sont privilégiés, dans le sens où, bah, c'est des métiers, qui ont du sens, même si parfois vous allez passer par des phases un peu négatives, voilà, parce qu'il y a beaucoup de boulot, parce que c'est difficile. Bah, la finalité, c'est qu'on prend en charge des gens, on les soigne et bah, ça nous procure, bah, du sens, vraiment, on est content d'aller bosser, c'est pas c'est quelque chose de concret. On rend service aux gens, quoi et ça, je pense que c'est hyper chouette comme aspect et puis, bah, c'est des métiers, voilà, on a quand même un bon niveau de vie, on a des bonnes rémunérations, donc voilà, il y a quand même, plein d'aspects positifs dans les métiers de santé. 2e chose que je dirais, c'est que même si vous pensez que vous n'avez pas forcément le niveau
pour vous lancer dans des études de santé, eh ben, faut quand même essayer, même si les profs ils vous découragent, que vous n'avez pas forcément les meilleures notes au lycée. Moi, je sais que j'avais j'avais une prof de physique-chimie qui croyait pas du tout en moi, qui m'avait carrément clashé à la réunion parents-prof. Pareil pour mon prof d'SVT. Enfin, moi, c'était pas ma tasse de thé le lycée. J'ai trouvé que les cours étaient pas dynamiques, pas assez ludiques, pas appliqués. Et quand je suis arrivé en PACES, j'ai tout défoncé parce que bah, ça me correspondait, la vie à l'université. J'étais assez indépendant, j'aimais bien travailler en autonomie, etc. Donc voilà, c'est pas parce qu'au lycée, vous n'avez pas un niveau exceptionnel que ça peut ne pas le faire en PACES. Moi, comme anecdote, j'ai un pote qui a eu 5 sur 20 au bac de maths, donc voilà, bien pourri comme note. Et au final, aujourd'hui, il est dentiste, quoi. Il est dentiste, il a eu sa PACES du premier coup, et il a même eu une super note en stats, enfin en maths. Donc comme quoi, tout est possible, quoi. Faut vraiment s'accrocher. Merci aussi pour ce mot de fin. Et toi, Martin, est-ce que tu as un mot de fin aussi d'encouragement à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Moi, ça reprendra un petit peu ce qu'on a dit avant, mais croyez en vous vraiment, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ne laissez pas vous décourager. Enfin, personne vous décourager, pardon. Enfin, les médecines, c'est des superbes études. Vraiment, ça vaut le coup de mettre sa vie entre parenthèses, entre guillemets, pendant un an, c'est même parfois moins d'un an. Donc oui, croyez en vous, donnez tout, et ça vaut le coup. Et même si vous n'arrivez pas du premier coup à passer en deuxième année, c'est pas grave, il y a toujours des solutions dans la vie. C'est vraiment votre objectif et votre rêve, vous y arriverez, peu importe par quel moyen. Donc voilà. Croyez en vous. Merci beaucoup, un énorme merci à tous les trois. Il y a beaucoup de personnes qui vous remercient dans le chat aussi et qui se joignent à moi. Merci beaucoup. Bonne chance pour et beaucoup de réussite pour tes études, Martin. Bonne Merci. continuation à tous les deux, Tanguy et Walid.